Ben, mon nom est Réal Chevette. Je suis originaire de Berthier. Mais en 1967, j'ai rencontré celle qui est devenue ma femme. Puis par la même occasion, j'ai rencontré une île, l'île Saint-Ignace. Puis comme je suis tombé en amour avec ma femme, ben, je suis tombé en amour avec l'île aussi. Tellement qu'en 1969, j'ai décidé de m'installer ici. Puis il n'y a que la mort qui va m'en faire partir. Ben, l'influence la plus déterminante, c'était celle de mon père. Mon père qui n'avait qu'une troisième année. Et pour ceux qui me connaissent, ils ne vont pas être surpris de la suite. Mon père m'a initié à la lecture. D'une drôle de façon, c'est que mon père était abonné au Go Livre de la collection du Reader's Digest, de sélection du Reader's Digest. Et puis, à tous les soirs, après le souper, il lisait. Puis moi, je prenais un livre, m'assoyant sur les genoux, je faisais semblant de lire, mais j'aimais ça. Alors, quand j'ai appris à lire en première année, mon père a vu que j'aimais beaucoup lire. Alors, il est allé m'acheter un livre. Un livre auquel j'ai strictement, mais absolument rien compris. C'était un roman de l'auteur français Raymond Queneau. Pour ceux qui le connaissent, vous savez que c'est un auteur pas facile. Et puis moi, j'ai lu le petit livre qui s'intitulait Pierrot, mon ami. Encore une fois, j'ai rien compris, mais j'ai aimé le fait de l'avoir lu. Puis à partir de là, mon père m'a donné des sous pour que j'aille chez Adrien Ducharme, pour ceux qui s'en souviennent. Et puis, ben, je m'achetais des Bob Moran. Et puis c'était le point de départ de tout ce qui a fait le fondement de ma vie, dans le fond, c'est la littérature. Puis à l'adolescence, j'ai rencontré des amis à Berthier qui, peut-être pas de façon aussi intense, mais aimaient beaucoup la lecture aussi. Et puis on était un petit peu rebelles, évidemment, comme tous les adolescents. Et puis ce qu'on faisait, c'est qu'on lisait beaucoup ceux qu'on appelle les poètes maudits. Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Nelly Gant, bien sûr. Et puis en rencontrant ces amis-là, ben, ça m'a permis de me rendre compte que je n'étais pas tout seul à aimer ça. Et puis, ben, ça a été déterminant, dans le fond, là aussi, parce que ça poursuivait ce à quoi mon père m'avait initié. Et puis, ça m'a permis de continuer, dans le fond. En ce sens qu'avec les amis en question, on s'intéressait beaucoup à tout ce qui était culture. Et puis, c'était l'époque où naissaient les boîtes à chansons au Québec. Et puis, la sœur d'un des gars nous avait amené un soir à une boîte à chansons qui existait déjà à Saint-Gabriel-de-Brandon. Qui s'appelait la Grange ou la Vieille Grange, là, enfin, j'oublie. Là. Et puis, en revenant, on est allé voir René Claude. Et puis, en revenant dans l'auto, on se disait, mais pourquoi il n'y en a pas une à Berthier? Puis là, on parlait, puis on parlait, puis on parlait. Puis la grande sœur nous a dit, arrêtez de parler, ouvrez-en un. C'était dans le fond, sous le ton du défi. On a relevé le défi, puis on en a créé une, qui est devenue une des boîtes à chansons les plus importantes du Québec. Ça s'appelait Le Tombeau. Puis on a eu tous les grands de chansons, Félix Leclerc, Gilles Vigneault, Jean-Pierre Ferland. D'ailleurs, Claude Dubois a donné son premier spectacle professionnel dans notre boîte. Et puis, ben, ça me permet de raconter une belle expérience que j'ai vécue. Quand Félix Leclerc est venu, les artistes, on leur payé une chambre d'hôtel à Berthier. Et puis Félix arrive le samedi matin, j'avais, pour une raison X, j'avais couché à notre boîte. Alors Félix arrive, puis il me dit, petit gars, il m'a rappelé comme ça. Votre coin, je ne le connais pas. Tentes-tu de venir me raconter ton petit coin de pays? Moi, j'ai passé la journée avec Félix, en voiture, à lui montrer où avait habité mon grand-père, mes oncles. Et puis lui, il trouvait ça intéressant de découvrir la région à travers les yeux d'un petit garçon. Puis moi, ben, de découvrir la région, de redécouvrir ma région à travers les yeux de Félix, c'était plutôt particulier.
Parce on était obligé de créer un conseil d'administration. Puis moi, on m'avait nommé directeur artistique. Ce qui fait que c'est moi qui allais engager avec un autre gars de la gang, j'allais engager les artistes chez Guy Latraverse, puis à gauche, à droite. On a été allé engager, je me souviens, on avait engagé Tex Lecor, puis lui, il n'y avait pas de gérant. Alors, on s'est trouvé dans son atelier de peinture, puis il était en train de peindre avec un modèle nu. Alors, lui et mon ami, puis moi, on était entrés, puis on était comme mal à l'aise. Mais lui, puis la fille, étaient très à l'aise. Alors, c'était tout plein d'expériences comme ça qu'on a vécues, puis c'était enrichissant parce que ça m'a permis de confirmer pour moi-même ma passion pour la culture. J'ai eu des professeurs extraordinaires. Parce qu'à Joliette, on était chanceux, on avait vraiment de très bons profs. Il y en a un en particulier qui m'a beaucoup influencé, c'était en philo 2, le père Gaston Maher, qui m'enseignait la littérature. Et puis il y avait sur la littérature un regard qui m'a accroché beaucoup, 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 beaucoup. Et puis même je me rends compte aujourd'hui que tout au long de ma carrière d'enseignant, mon inspiration, c'était ce monsieur-là. Il m'a beaucoup influencé, ce bonhomme-là. Il y avait une façon de parler de littérature qui... Je me rends compte aujourd'hui que ma façon d'en parler, c'était un reflet de la sienne. En voyageant, matin et soir, de Saint-Ignace à l'Université de Montréal, puis je ne le regrette pas. Je n'avais pas voulu vivre à moi. Je déteste les grandes villes. C'est d'un snobisme à faire peur. Les profs étaient snobs, les étudiants étaient snobs. Et puis, surtout quand on venait de l'extérieur de Montréal, on était vus comme des petits campagnards qui n'avaient pas d'affaires là. Les profs nous le faisaient sentir, les étudiants nous le faisaient sentir. C'était pas facile. Et puis, ensuite, je suis allé étudier pendant plusieurs années parce que je le faisais à temps partiel à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Une université que j'ai adorée à cause de la mentalité. C'était très convivial, très simple. Puis là aussi, il y avait des grands profs. Il y en a un en particulier qui m'a beaucoup influencé, c'était Gatien Lapointe, le grand poète québécois, qui non seulement a été mon prof, mais qui est devenu mon ami pendant plusieurs années. Malheureusement, il est décédé trop vite. Il venait ici à Saint-Ignace souvent, il a bercé mes enfants, il a joué avec mes enfants. J'allais chez lui, il venait chez nous. Puis évidemment, on parlait beaucoup, beaucoup de poésie. Et puis, Gatien m'a fait comprendre qu'en enseignant, il fallait que je sois un porteur de poésie. Et puis, il m'a aussi dit, parce que j'ai fait un atelier de création poétique avec lui, il m'a aussi dit, un jour, tu vas publier de la poésie. C'est arrivé en 2013. C'est arrivé en 2013. J'ai publié d'ailleurs dans la maison d'édition que Gatien avait fondée, Les Aiguilles des Forges. Il avait fondé ça avec Gaston Bellemare. Et puis, de publier dans cette maison d'édition-là, pour moi, c'était un double privilège. Parce que c'était la maison d'édition de Gatien, parce que c'est une maison d'édition quand même prestigieuse. Et puis de voir mon petit recueil être publié là, bien, ça a été un grand bonheur. En sortant de l'université, bien, je suis devenu prof. J'ai enseigné 2 ans à la polyvalente de Tassy. Et puis, parce que ça, c'est un choix que j'avais fait. J'avais choisi d'enseigner au secondaire parce que je tenais à former des jeunes à la lecture, à la littérature. Même que beaucoup des élèves que j'ai eus sont allés étudier en littérature. Certains sont devenus écrivains ou écrivaines. D'autres sont devenus profs dans des universités en littérature. Alors ça me touche encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis,
Ben, c'est ça. Puis après avoir enseigné 2 ans à Tallahassee, je me suis retrouvé au Collège de l'Assomption. Là, j'ai enseigné là pendant 28 ans. Quel bonheur. Non, c'est une excellente école où j'ai rencontré des gens absolument formidables. Et puis j'ai passé là 28 belles années. Puis sans vantardise aucune, j'ai eu le bonheur en 1992 de, de voir tout ce travail-là récompensé parce que j'ai vu ça à ce moment-là un prix qui n'existe peut-être plus, je ne sais pas, qui s'appelle le Mérite du français, qui était remis par divers ministères, le ministère de l'Éducation, de la Culture, enfin j'oublie. Là. Et puis c'était pour le récompenser, pour souligner la qualité du travail que je faisais en tant qu'enseignant. Au moment où j'ai pris ma retraite, ben, j'ai été chanceux. Parce qu'à un moment donné, il y a une fille que j'avais connue à l'adolescence, qui a pris contact avec moi et qui m'a invité dans une AGA. L'AGA d'un organisme dont je ne savais strictement rien, qui s'appelle la CIRBI. Pour les gens du coin, ça va vouloir dire beaucoup. Et puis elle me dit, viens à l'AGA. Ben, j'ai dit, pourquoi? Alors, je me présente à l'AGA. Puis c'est vrai que ce dont on parlait, ça m'intéressait beaucoup. C'est l'environnement, bien sûr. Mais il y avait aussi des éléments de culture. Tant et si bien qu'à la fin de la soirée, j'étais vice-président de la CIRBI. Et puis j'ai été là plusieurs années. Je suis devenu président. J'étais là pendant peut-être une dizaine d'années. Ben, CIRBI, d'abord, il faut savoir ce que ça veut dire. C'est la société... Ben, la Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et de ses îles. Pour ceux qui ne comprennent toujours pas, c'est le sentier de randonnée pédestre qui se trouve à l'entrée des îles. Et puis, sa vocation, c'est que dans les années 70, j'ai oublié la date exacte, l'île du Milieu a été achetée par le ministère de l'Environnement. Puis il y avait un droit de passage sur l'île de la commune. Et puis ils ont demandé à un groupe de personnes de Berthier de créer un organisme qui allait s'occuper de gérer et d'animer ces 2 îles. Et puis aujourd'hui, ben, c'est la même vocation qui se poursuit. Évidemment, il y a quelque chose de sous-jacent qui est très important dans le contexte dans lequel nous vivons. C'est que c'est une société qui veut préserver l'environnement, bien sûr. Puis le marécage, là, c'est le plus important milieu humide de la vallée du Saint-Laurent. Alors, c'est important que ça soit préservé. Je suis devenu membre du comité culturel de la MRC, dont je fais encore partie d'ailleurs. Et puis ça, ben, pour moi, c'est quelque chose d'absolument passionnant. Ben oui, en 2011, avec 2 autres personnes, on a créé le groupe de musique et de poésie, qui consiste sur des soirées où, comme le nom l'indique, il y a de la musique et de la poésie, mais surtout de la poésie. On avait arrêté à cause de la COVID. On recommence au mois de juin à la Chapelle des Culs-de-Berre. D'ailleurs, parlant de la Chapelle des Culs-de-Berre, j'ai été membre du conseil d'administration et président de la Corporation du patrimoine de Berthier. Ce qui m'a permis de redécouvrir la Chapelle des Culs-de-Berre, qui est maintenant une institution muséale où on présente des expositions, des spectacles. Depuis l'été dernier, il y a aussi un truc qui s'appelle le Cénacle, qui est une œuvre d'art public qui sert en même temps de petit amphithéâtre où il y a des spectacles. Ah oui, bien depuis, j'ai aussi prononcé des conférences. J'ai fait en littérature, bien sûr. J'ai fait des lectures publiques de mon recueil de poésie qui a été publié en 2013. Ce qui m'a permis de rencontrer des gens drôlement intéressants, d'ailleurs. Je pense entre autres à Jean-Paul Daou, Marco Joffre, d'autres poètes avec qui je faisais des livres. Mais il y avait Hélène Sarrazin, qui est de notre coin de pays, elle aussi. Et puis, ah oui,
L'automne dernier, j'ai prononcé une conférence sur Honoré Beaugrand, un truc que je vous invite à découvrir, la Maison des Cageux. En fait, premièrement, le nom, c'est moi qui l'ai suggéré à la municipalité. Puis, à mon grand plaisir, ils l'ont tout de suite adopté. Et puis, évidemment, c'est important parce que, bon, il faut dire qu'en tant que lecteur, je suis un lecteur passionné de Régent Ducharme. En 2016, oui, on a créé des journées Régent Ducharme ici à Saint-Ignace. Puis, évidemment, c'est une idée que j'ai eue. Puis, ça a duré 3 ans. Et à chaque fois, c'était pour souligner le 50e anniversaire de ces romans. Donc, en 2016, c'était le 50e anniversaire de La Vallée des Avalées, 2017, 2018. Et puis, ça se passait en partie dans la maison où il a grandi, mais dans le restaurant qui est adjacent à la maison où il a grandi, et dans l'église, et puis un peu à la bibliothèque aussi. On faisait la soirée d'ouverture ici à la bibliothèque. Il y avait des conférenciers invités. On a eu le plaisir, d'entre autres, d'avoir comme conférencière Mme Lise Gauvin, qui est une grande spécialiste de Régent Ducharme, qui est une professeure émérite à l'Université de Montréal. Radio-Canada même est venue. Et puis, comme ça, puis il y avait des artistes, puis il y avait toutes sortes de manifestations qui rendaient hommage à Régent Ducharme. Puisqu'on est dans la bibliothèque de Régent Ducharme, on est entouré de livres. Je ne peux que... C'est dans le fond un fil conducteur dans ma vie. Les livres ont joué un rôle extrêmement important dans ma vie. Puis je dirais aux gens qui nous écoutent, allez dans les bibliothèques, allez dans les librairies, mais s'il vous plaît, prenez le temps de lire.